8h30 sur Radio EJCAM, la matinale, Adrien Jaouen. Radio EJCAM, la matinale. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une heure d'infos avec nos reportages, nos invités, du sport, de la culture et pour commencer, le journal de Boris Loumani. Bonjour Boris. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 11 décembre, le second tour des régionales et ce dernier sondage en PACA qui place Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi au coude à coude avec seulement 2 points d'écart. Nous reviendrons aussi sur la volonté du maire de Nice de créer un conseil territorial, sorte de lot de consolation pour les partis de gauche. À la une, toujours la COP 21, nuit blanche à Paris pour du beurre ou presque, puisque la présentation du texte final en vue d'un accord est repoussée à demain. Dès le début de ce journal, nous ferons un point sur le procès dit du triple assassinat de Noël. C'est aujourd'hui le 3e jour d'audience à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Au sommaire également, la pollution sonore. Marseille, 2e ville la plus bruyante de France. Quelles conséquences sur la santé? Réponse en fin de journal. Et puis l'Olympique de Marseille, qualifié dans la douleur mais qualifié quand même pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Et la météo, du soleil légèrement voilé, à prévoir partout en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Il fera 13 degrés à Marseille et à Toulon et jusqu'à 15 degrés à Nice. Le nom est évocateur, il fait froid dans le dos. Le procès des barbecues marseillais se poursuit aux assises à Aix-en-Provence. Le 25 décembre 2011, 3 corps calcinés étaient retrouvés dans une voiture au Pen Mirabeau près de Marseille. Aujourd'hui, 3 hommes figurent dans le box des accusés. Lors de ces 2 premiers jours, les frères Laribi et Sami Hati, présumés auteurs, commanditaires et complices des meurtres, ont nié leur culpabilité. Leurs avocats ont de leur côté pointé les faiblesses de l'instruction. Anouk Bouteloup. Les avocats des prévenus se succèdent tour à tour pour interroger, parfois bousculer, les témoins entendus par les jurés. Leur objectif est d'attaquer la crédibilité des témoins qui ont souhaité garder l'anonymat. Les témoignages sous X sont les seules charges qui sont opposées à mon client et je trouve que cette pratique d'aller prendre des personnes dont on ne connaît pas l'identité, croire sur parole sans la plupart du temps faire des vérifications sur leur dire, nuit à la manifestation de la vérité. De son côté, l'avocat des familles de Sonia Albarello et Mohamed Bouimbel, 2 des victimes, balaye le prétendu manque d'éléments matériels. Il évoque un arrêt de la chambre d'instruction accréditant les témoignages. Ces témoignages sont fiables parce qu'il y a des éléments, des détails, et vous allez le voir tout au long de ce procès que certains détails sont corroborés et permettent d'asseoir la culpabilité des gens qui sont dans le box. Alors que les avocats se livrent bataille, les familles des victimes attendent beaucoup de l'issue du procès. Doumia est parente avec Nouri Oulan, la 3e victime. Nous, le deuil, on l'a pas fait, on le fera peut-être jamais, parce que je pense pas que ces personnes avoueront leur fait, mais aujourd'hui, on veut pouvoir se recueillir sur sa tombe en sachant ce qui s'est passé. Dans quelques jours, les 4 témoins sous X, piliers de l'accusation, devraient être entendus. Les jurés pourront alors se faire leur propre idée de leur crédibilité. Le verdict du procès est prévu le 18 décembre. Florent Bascoul couvre pour nous ce procès à Aix-en-Provence. Il sera en direct dans le journal de Marie-Alix Détry à 9h. Une nuit blanche pour une planète plus verte, c'est du moins ce qu'on attendait à l'issue de cette journée de la COP 21. Oui, il va falloir patienter encore un peu. Le texte final qui pose les bases de la lutte contre le réchauffement climatique ne sera présenté que demain matin. Il devait déjà l'être aujourd'hui. Du côté de la présidence française, on estime qu'il faut se donner encore un peu de temps pour convaincre toutes les délégations présentes à Paris. Après la France, après la Belgique, c'est au tour de la Suisse d'être placée en alerte attentat. Depuis hier, 6 individus suspectés d'être liés à l'État islamique sont activement recherchés. Le ministère de la Sécurité helvète indique que la menace terroriste est passée de floue à précise. Des renforts militaires ont été déployés dans les grandes villes du pays, ainsi qu'à la frontière franco-suisse. Et on ouvre à présent notre page élection régionale, direction la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les derniers sondages annoncent un 2e tour très serré entre les 2 candidats. Oui, puisque selon la dernière étude publiée par nos confrères de la Provence, le candidat Les Républicains ne devancerait Marion Maréchal Le Pen que d'un petit point. Alors si Christian Estrosi gagne la bataille dimanche soir, ce sera sans doute aussi grâce au désistement des listes de gauche. La gauche à qui justement le maire de Nice a promis quelques compensations en cas de victoire, comme la création d'un conseil territorial qui permettrait aux élus de gauche d'être écoutés. Une instance qui suscite néanmoins peu d'enthousiasme, notamment pour Jean-Marc Coppola, tête de liste du Front de gauche au premier tour.
C'est effectivement pour ceux qui ont fait le sacrifice de ne pas se présenter au second tour. Je ne fais pas partie de ceux qui ont fait ce sacrifice, mais il est possible que j'y participe, ne serait-ce que pour apporter de la contradiction et ne serait-ce que pour donner mon opinion, parce que je ne l'accompagnerai pas dans des politiques austéritaires ou dans des politiques qui vont à l'encontre des besoins de nos populations. Mais j'en entends pas grand-chose. C'est à la démocratie, à la République, au vivre ensemble qu'il faut redonner du sens. Et ce sens, je pense qu'on le trouvera ailleurs avec les citoyennes et les citoyens et en dehors de ce type d'institution. Jean-Marc Coppola au micro de Cyril Crespi. La candidate de Neuilly-sur-Seine est de la race blanche, celle qui voudrait poser un serre-tête sur la région. C'est en ces termes que Claude Bartolone a décrit Valérie Pécresse, son adversaire au second tour des régionales en Île-de-France. La candidate Les Républicains a décidé de porter plainte contre le président de l'Assemblée nationale pour injures aggravées. Cette semaine avait lieu la première journée de la laïcité dans les écoles, l'occasion de prouver que l'utilité de la réserve citoyenne créée par le gouvernement après les attentats de Charlie. Oui, une réserve qui, rappelons-le, invite des citoyens de tous horizons à promouvoir les valeurs de la République, notamment celle de la laïcité, et ce dans les écoles, les collèges et les lycées, sauf que ces réservistes, comme on les appelle, poussent un coup de gueule national, et donc à Marseille aussi, Jérôme Lègle. Oui, c'est le cas de Lucie Martinez, 19 ans, étudiante en 2e année de droit. Son dossier a été accepté en septembre, elle n'est toujours pas intervenue. Il y a un début qui a été fait, puisqu'ils ont cherché des personnes qui se sentaient concernées par la réserve citoyenne, qui pouvaient donner de leur temps, et au final, ils ne les ont pas appelés. Du coup, c'est mobiliser des personnes, mais c'est pas efficace au final, parce qu'il n'y a rien derrière. Ça fait quand même 3 mois que j'y suis, et aucun contact, et aucun retour même de la réserve citoyenne, à part la seule réunion qui a eu lieu en octobre. J'attendais d'être appelée par les écoles, d'intervenir dans les écoles, surtout par rapport à tous les événements qu'il y a eu Paris. C'est encore un truc qui est fait à moitié. Concrètement, la liste des volontaires acceptés est transmise aux établissements scolaires qui peuvent ensuite les appeler. C'est la référente de la réserve citoyenne, Michèle Vendrepotte, qui s'occupe des réservistes au sein de l'Académie d'Aix-Marseille. Elle rejette la faute sur les écoles. Il a fallu aussi le temps de la communication envers les établissements pour qu'ils s'emparent de cette réserve citoyenne. Donc leur frustration est légitime, mais d'un autre côté, le fonctionnement de l'école est telle que ne pouvait pas être sollicité du jour au lendemain. L'Académie compte 160 volontaires et il est impossible de déterminer combien d'entre eux sont intervenus. Et ces réservistes sont aujourd'hui plus de 5400 dans toute la France. L'Académie d'Aix-Marseille, elle, reçoit en moyenne 3 candidatures par jour. Et puis l'Olympique de Marseille qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Les Marseillais se sont imposés 4-2 en République tchèque face au Slovan Liberec. Les réactions des supporters à suivre dans le journal des sports d'Arnaud Galina. Et on reparle de pollution pour finir, mais ce n'est plus celle des gaz à effet de serre puisqu'il s'agit de la pollution sonore. Selon une étude récente menée par un fabricant de prothèses auditives, ça ne s'invente pas, Paris ferait partie des villes les plus bruyantes au monde. Mais au niveau national, Marseille talonne la capitale. Florent Bascoul s'est demandé quel était l'impact de ce vacarme quotidien. Est-il véritablement perçu comme étant un problème majeur ? Un problème, quoi qu'il en soit, négligé par ceux qui le subissent au quotidien. C'est ce qu'explique Pierre Osakowski, responsable d'un bureau d'études en acoustique à quelques pas de la Canebière. Si on est dérangé une nuit par un bruit inhabituel, on va avoir un problème de confort. Si ça se reproduit pendant des semaines, des mois ou des années, on peut, chez certaines personnes, selon le niveau de nuisance, tomber sur des problèmes de santé. Troubles du sommeil, excès de stress, risques cardiovasculaires. Malgré ce tableau peu réjouissant, les riverains acceptent le bruit. Un petit désagrément de la vie en milieu urbain pour Eric, intermittent du spectacle. C'est gênant pour les gens qui sont au-dessus d'un bar, au-dessus d'un cafecon, voilà, mais la rue et tout, c'est pas pire qu'à Paris, c'est pas pire qu'à Lyon. Une situation loin de satisfaire le gérant d'un hôtel de la place de l'Opéra. Le week-end, les discothèques font cracher leurs décibels et les clients apprécient peu. La clientèle, des fois ils réservent, ils viennent pour 4-5 jours, le lendemain matin, ils descendent avec leur bagage. Ils prennent les petits déjeuners, ils nous règlent et ils s'en vont. Désolé, vous êtes accueillants, on est très bien chez vous, mais il y a trop de bruit, il y a trop de musique, on n'a pas dormi toute la nuit. Si des progrès sont réalisés en matière d'insonorisation des logements, les grandes zones urbaines ne pourront jamais faire l'économie des règles de vivre ensemble. Et on se rassure tout de même avec la note positive de cette même étude, puisque la France est le pays où l'on compte le moins de troubles de l'audition liés aux nuisances sonores. À bon entendeur, salut. Merci Boris. Maintenant, place à la mi-temps sport. Bonjour Arnaud. Bonjour Adrien. L'OM a gagné 4-2 dans la douleur contre Liberec.
Grâce à cette victoire, les Marseillais sont qualifiés pour les 16e de finale de Ligue Europa. En République tchèque, dans le champêtre stade de Nizi, les protégés de Mitchell se sont imposés 4-2. Les buteurs Batshuayi, Nkoudou, Barada et Ocampos. Malgré l'ampleur du score, les Olympiens ont pu se faire peur de 3-0. Ils ont vu les Tchèques revenir à 3-2 en l'espace de 2 minutes. De quoi faire couler des sueurs froides aux supporters. Franchement, je suis super stressé. Je pensais qu'ils allaient revenir parce qu'ils étaient très à l'offensive. Et au final, ça va, ils ont marqué à la fin, la 90e minute, et c'est bien passé, c'est bon. On est soulagés maintenant. On est deuxième, là c'est bien, on est qualifiés, et voilà. À 3-2, ça commençait à faire peur, parce qu'il restait un quart d'heure de jeu quand même, il ne faut pas oublier. Mais c'était le match aller qu'il fallait tuer le match. Tu as 75 occasions et tu perds 1-0. Un match facile, mais on a rendu difficile. Défensivement, c'est moyen. Et devant, c'est pas efficace. Pas du tout, franchement. Et dès qu'il manque un joueur ou deux, c'est fini. On le voit, défensivement, c'est pas ça. Non, ils nous ont fait peur quand même. Ils nous ont fait peur, mais on n'a rien lâché. On est là. Un autre club français accompagnera l'OM Saint-Etienne. Déjà qualifiés, les Stéphanois ont tenu le choc face à la Lazio de Rome, 1-1. Il leur fallait une victoire pour se qualifier, mais les Monégasques ont plié face aux Anglais de Tottenham. Menés 3-0 au bout de 30 minutes, leur rêve de qualification s'est vite envolé. 4-1, score final. Les Girondins de Bordeaux ont terminé quant à eux leur campagne européenne par un match nul face à Kazan, 2-2, dans un match comptant pour du beurre. Le tirage au sort sera effectué lundi. Manchester United, Liverpool ou encore Séville, on risque d'assister à une belle affiche au Vélodrome. En championnat universitaire, le FC UJCAM s'est quant à lui incliné 5-0 contre la faculté des sports de Marseille. Ça, c'était l'actualité sur le terrain, Arnaud. Et en dehors, Benzema n'est plus sélectionnable. Comme prévu, l'attaquant du Real de Madrid a été mis à l'écart de l'équipe de France par la Fédération française de football. C'est Noël Le Graët, son président, qui a confirmé hier après-midi la sanction. Le joueur, présumé innocent, dit accepter la décision. L'avenir de Michel Platini dans les instances du football se joue lui en partie ce matin. Le tribunal arbitral du sport, juridiction sportive suprême, doit annoncer vers 10h s'il lève ou non sa suspension provisoire de toute activité liée au football. Le triple ballon d'or était venu lui-même plaider sa cause mardi après-midi devant ce tribunal. En handball, les filles débutent bien leur championnat du monde. Avec 3 victoires et un match nul, les Françaises sont toujours invaincus dans cette compétition. Face à la République démocratique du Congo, hier soir, les Françaises ont fait le boulot, 29-16. Place maintenant au choc pour la première place du groupe, ce soir contre le Brésil, champion du monde en titre. Comme chaque semaine, Radio UJCAM tend son micro à un sportif marseillais qui nous parle de sa passion. Aujourd'hui, direction le rugby féminin. Marie-Élix Détry a rencontré Louise Avelé, 25 ans et capitaine de l'équipe senior de Vallée de l'Uvonne Rugby Club. Elle nous explique comment elle en est venue au ballon ovale. Mon père jouait au rugby et puis je faisais du basket, beaucoup trop de fautes de contact, donc je sortais pour faute de contact avant la mi-temps, donc il m'a dit bon c'est plus possible, on va essayer autre chose. Et là quand je suis arrivée là, j'ai compris tout de suite que c'était ça qui me plaisait. J'en ai besoin quoi, si je m'arrête ne serait-ce qu'une semaine de jouer, je le sens tout de suite sur mon énervement, sur mon moral, surtout c'est super, comme tous les gens qui font du sport le diront, hein, c'est une dépendance quelque part. Et aujourd'hui ça représente une certaine fierté, je le dis souvent, de représenter le rugby féminin, le rugby du sud-est, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et le rugby marseillais qui a un peu des difficultés, surtout le rugby féminin je crois. C'est complètement un monde d'hommes et bon là maintenant ça y est, on commence à aller voir les filles, mais on voudrait être mieux reconnus et on voudrait être mieux considérés parfois. Les Marseillaises sont confiantes pour le prochain match. Samedi, elles affronteront le club de Saint-Etienne à domicile. En Pro D2, c'est opération commando pour le club de Provence Rugby qui affronte Bourgoin ce soir. Avant-dernier du classement, les Provençaux devront se reprendre après 4 défaites d'affilée et l'éviction de leur entraîneur. Match décisif aussi pour les Spartiates du Massilia Hockey Club. Ils affrontent Chambéry, concurrent direct au maintien demain soir. Promus à cet échelon, les Marseillais savaient que la saison allait être dure, mais sans doute pas à ce point. Lanterne rouge à mi-championnat, ils lutteront jusqu'au bout dans l'espoir d'assurer leur maintien. Et c'est un titre de plus pour Florent Manodou, honorifique celui-ci. La star du Cercle des nageurs de Marseille, triple champion du monde 2015, a été élu sportif de l'année par les auditeurs de RMC et BFM. Cette semaine à Marseille, c'est aussi l'inauguration officielle d'une nouvelle salle de boxe dans le centre-ville. Le club du Velten a officiellement ouvert ses portes lundi dernier. Derrière cette salle, dans le quartier de la Porte d'Aix, un projet social mené par l'association Boxe Événement 13. Marie-Alix Détry a fait un crochet pour rencontrer Nordine Sadeli à la tête du projet.
Sur Marseille, on a une cinquantaine de personnes, d'adhérents. On a 3 entraînements par semaine. L'objectif, c'est d'en avoir plusieurs, d'avoir une salle que pour nous. Donc l'objectif, c'est avoir des champions avec une pointe sur la citoyenneté et la réinsertion par le sport. Ça canalise pour certains leur agressivité, pour d'autres, ça leur permet de se découvrir. On est une association qui va dans la rue et qui va récupérer ces jeunes-là, essayer de trouver des solutions pour eux, que ce soit dans le sport ou dans le boulot. Le quartier de Porto d'Aix, c'est vraiment un quartier défavorisé. C'est les favelas. Non, il y a de la demande, il y a énormément de demande. Je suis certain du résultat à Velten, ça va fonctionner du feu de Dieu. Des cours d'aérobox pour les dames et d'handybox seront également proposés d'ici quelques mois. Le tarif à l'année est de 90 €. Radio UJCAM, le journal des sports. C'était la touche sportive du jour d'Arnaud Galina. Il est 8h45, la revue de presse de Cyril Crespi dans 10 minutes, mais d'abord l'essentiel de l'actualité. 3e jour de procès dans l'affaire du barbecue marseillais. 3 hommes sont jugés pour un triple meurtre en 2011. Ils sont accusés d'avoir tué puis brûlé leurs victimes dans une voiture au Pen Mirabeau. Un de nos reporters est sur place aux assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. La suite, Léa Pasco. Les employés de la Sodexo, toujours en grève, le sort de 23 salariés mis à pied par l'entreprise devrait être connu dans les minutes qui viennent. En attendant, les enfants mangent des repas de substitution dans certaines cantines marseillaises, repas que les parents d'élèves aimeraient voir remboursés par la société. Stéphanie Cachal, maman du petit Milo, reproche un manque de communication. Le pourquoi de la grève, c'est pour licenciement abusif. Donc, ils ont le droit de faire grève. Par contre, il y a un manque de communication de leur part à eux. Et du coup, la mairie se dédouane complètement, comme d'habitude, en disant « mais non, on n'y est pour rien ». Voilà. Ça m'inquiète surtout pour la qualité des repas des enfants, parce que y a quand même des rumeurs de réétiquetage qui courent. Le recours de Corsica Maritima contre la reprise de la SNCM par Patrick Roca, écarté par le tribunal de commerce de Marseille, c'est le projet de l'entrepreneur corse qui a été choisi fin novembre. Le recours sera examiné le 17 décembre. Perquisition à la mosquée de Vitrolles hier matin. Les services de police ont également procédé à une descente au domicile de l'imam. Le lieu de culte salafiste fait partie de ceux étroitement surveillés. 2e tour des régionales dimanche. Alors, faut-il donner des consignes de vote ? Bien, certains représentants religieux ont trouvé la réponse, comme l'imam de la Ciotat. Il a décidé d'indiquer sa préférence politique à ses fidèles. Moi, la mobilisation, ce que je sais, c'est qu'on leur a dit c'est-à-dire on les a mobilisés pour voter, pour aller voter. Maintenant, pour le 2e tour, je vous ai dit, moi, dans la mosquée, je ne peux pas leur dire de voter ça ou ça, mais à l'extérieur, bien sûr, je leur dis de faire barrage au Front National. Et nous verrons dans le journal de 9h que cette position n'est pas partagée par l'imam du quartier de Noailles à Marseille. La COP21 se prolonge. Laurent Fabius a annoncé hier aux négociateurs qu'il pensait être en mesure de présenter aujourd'hui la proposition de texte final pour le pacte sur le climat. L'accord se fera finalement demain matin. Les 195 pays réunis doivent s'entendre pour permettre une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. La baisse de la taxe tampon en passe d'être validée aujourd'hui par le Parlement. Déjà adoptée par le Sénat, les députés devraient confirmer cette réduction appliquée aux produits d'hygiène féminine. Face à la fronde des associations féministes qui dénoncent une absurdité fiscale, le gouvernement ne devrait pas faire obstacle à cette décision. Jamais un projet de baisse de taux de TVA n'avait fait autant de remous. Les comptes nickel connaissent de plus en plus de succès, des comptes ouverts sans condition de revenus chez les buralistes et moins chers que dans les banques. En France, ils viennent de passer la barre des 200 000. Un Europorter s'est rendu dans un des 6 bars tabac qui en proposent à Marseille, où le buraliste lui-même en possède un. Je vois que dans le Nord, parce qu'il y a des gens qui viennent et ils me disent qu'ils sont du Nord, que dans le Nord, il y en a beaucoup plus. Après, Marseille, ça commence à prendre de l'ampleur. Tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. La plupart des personnes, c'est que des jeunes. Après, il y a les personnes âgées qui ne sont pas trop confiantes et ils restent fidèles à leur banque. Non, je ne l'utilise pas. Je vais l'utiliser quand je partirai en vacances à l'étranger, puisqu'il n'y a pas de frais. À comparer, pareil, je compare toujours avec une banque traditionnelle. Il y a des frais quand j'utilise ma carte bleue à l'étranger, tandis qu'avec Nickel, il n'y a pas de frais. Et pas d'inquiétude pour l'état de santé de Jacques Chirac. Après son hospitalisation il y a 3 jours, des sources proches assurent que ses jours ne sont pas en danger. L'ex-chef d'État a une santé fragile depuis plusieurs années. Et puis les prix des hôtels vont flamber pour l'Euro 2016. Plus de 2,5 millions de supporters vont se rendre sur le sol français pour assister au championnat d'Europe qui débute le 10 juin prochain. Les réservations de chambres commencent déjà, une occasion rêvée pour l'hôtellerie. Marseille se hisse en 5e position des villes qui pratiquent les plus fortes augmentations.
Dans 2 jours, c'est la fin de la COP21. Beaucoup de citoyens de toute la France montent à Paris exprès pour manifester et demander encore plus d'engagement des chefs d'État. Marie-Alix Détry, vous avez intercepté un membre de l'association Marseille Coalition Climat, Joël Martine, avant qu'il ne prenne son train pour la capitale. Oui, c'est valise à la main et entouré de membres de son association que nous nous sommes rencontrés. Joël, là vous êtes sur le départ, vous êtes nombreux à partir ou... Il y a 18 personnes au dernier comptage qui vont prendre le train. Après, il y a un certain nombre de personnes qui sont montées à Paris, qui sont maintenant déjà à Paris depuis 15 jours. Et alors concrètement, à quoi va ressembler ce rassemblement à Paris ? Par exemple, les Amis de la Terre vont faire une présence dans la rue concertée, c'est-à-dire que les gens ils vont utiliser leur téléphone portable pour se géolocaliser de façon à matérialiser sur le sol de Paris les mots Climate Justice for Peace, la justice climatique pour la paix. Il va y avoir le grand rassemblement à la Tour Eiffel le samedi après-midi. Est également prévue une mobilisation surprise qui sera pour matérialiser le fait qu'il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Donc cette ligne rouge, en fait, elle va être matérialisée justement avec des objets rouges, j'ai cru comprendre. Voilà, c'est ça. Par rapport à l'état d'urgence, justement, est-ce que vous craignez des débordements ? Est-ce que vous craignez une intervention de la police ? Alors, il faut voir que s'il n'y avait pas eu l'interdiction, on aurait sans doute été 2 fois plus. On manifeste le visage découvert. Nous faisons de l'entraînement pour des actions strictement non violentes. Nous ne souhaitons même pas une confrontation même verbale avec la police. Vous manifestez là pendant la COP21, mais est-ce que c'est pas mieux que rien justement cette conférence ? Bien sûr, c'est mieux que rien. Et nous disons que l'autosuffisance énergétique, on la gagnera avant tout par la sobriété, en arrêtant le gaspillage. Alors donc plus d'isolation des maisons, moins de trajets pour la nourriture, produire de la nourriture localement, des choses comme ça. Et puis aussi en utilisant des énergies, les énergies non polluantes, l'hydraulique, etc. D'accord, et bien merci beaucoup Joël et on vous souhaite un bon voyage. Un reportage de Marie-Alix Détry. Il est 8h51, l'heure de la revue de presse. La matinale. Cyril Crespi. Après Daesh, c'est Donald Trump qui est la cible des Anonymous. C'est ce que nous rapporte l'International Business Times, un journal économique britannique en ligne. Pourtant, entre Donald Trump et Daesh, difficile de faire un rapprochement. Ce n'est pas l'avis de l'organisation de hackers. Ce mouvement informel considère que le candidat conservateur aux primaires américaines fait le jeu de l'organisation État islamique. Les Anonymous reprochent à l'homme politique américain d'inciter ses compatriotes à la haine contre les musulmans. Ses propos sur le sujet sont d'ailleurs condamnés jusque dans son propre parti. Les leaders républicains au Sénat et à la Chambre de représentants se sont ainsi démarqués de ces propos démagogiques. Les temps de parole font un nouveau débat. L'humanité dénonce aujourd'hui une répartition jugée très inéquitable avant le premier tour des élections régionales. D'après le quotidien communiste, TF1 aurait ainsi accordé très peu la parole à la gauche radicale lors de la dernière semaine de campagne. 16 secondes pour le PC, 18 pour les Verts et 27 pour le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Burger King sur le point d'engloutir Quick. L'édition numérique de l'Opinion nous apprend que l'autorité française de la concurrence a autorisé hier cette opération financière. Ce rachat ferait de Burger King la 2e chaîne de fast-food en France. Les Quick de l'ensemble du pays vont pouvoir utiliser l'enseigne de leurs concurrents, sauf en Corse et plus particulièrement à Ajaccio, où l'autorité de la concurrence craint un risque de monopole. Enfin, vous ne le saviez peut-être pas, Adrien, mais on peut trouver des pendentifs dits énergétiques. Ces babioles coûtent entre 20 et 50 euros sur Internet. Leur but, d'après les vendeurs, garantir une meilleure santé en neutralisant, je cite, les énergies négatives. Est-ce que c'est une affaire pour la répression des fraudes ? Oui, Adrien, mais pas simplement à cause de leur inefficacité. Car plus d'un simple acte de charlatanisme, il est question de produits dangereux qui sont vendus à des crédules. Les pendentifs augmenteraient la probabilité pour leurs porteurs d'avoir un cancer de la peau, comme le rapporte aujourd'hui en France ce matin. Merci Cyril, c'était la revue de presse. La matinale. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur le Recyclodrome, une association COP21 oblige. Son principe est simple, les membres de l'association récupèrent chez des particuliers des objets ou des vêtements qui ne servent plus. Si besoin, ils les transforment ou les réparent à leur goût avant de les mettre en vente. Ce qui n'a pas trouvé preneur est envoyé au recyclage. Boris Loubagne s'est rendu au 47 rue d'Aubagne dans la boutique du Recyclodrome. On fouille, on trifouille, et parmi tous les objets hétéroclites du Recyclodrome, parfois on trouve son bonheur.
Ça, c'est une lampe que j'essaie de regarder comment je dois le fixer. C'est forme d'un cœur, c'est un cœur. Un cœur rouge. Un cœur rouge, oui. J'ai trouvé un serre-livre, je ne sais même pas si c'est un serre-livre la semaine dernière, incroyable, avec une forme incroyable, très lourd, moitié fonte, moitié bois. Mais voilà, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on trouve des choses très originales, voilà, qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, c'est super, ils sont charmants, à part le jeune homme, toujours très ronchon. Voilà. Le jeune homme ronchon, c'est Thomas, 31 ans. Il est actuellement en contrat d'aide à l'embauche et depuis 8 mois qu'il est ici, les clients, il commence à les connaître. Et en gros, deux types, il y a des gens qui sont parce que c'est pas cher. Ils ont aucune. On essaie de les sensibiliser au recyclage, au réemploi, au fait de pas gaspiller. Après, il y a ceux qui voient, il y a des gens qui viennent clairement parce que c'est pas cher, quoi. Et en plus, comme il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas vraiment mis de prix, il y a beaucoup de négociations. 2 et 2, 4. 2 et 2, ça fait 4. 3 max. Mais non, attends, celle-là, elle est belle. Déjà, je la fais pas cher, celle-là. Bon, c'est pas la peine de me faire l'article, je suis plus quali que vous pour ça. Ah bon? Non, allez, alors. 3, ça va. Donc il y a plein de gens qui viennent beaucoup pour négocier. Il y a des gens qui viennent aussi. Il y a des gens qui sont à fond dans l'idée de l'asso et qui sont à fond dans le soutien. Pour les soutenir, rien de plus simple. La recyclerie est ouverte exceptionnellement pour Noël tous les samedis et mercredis. C'est coloré et tout, c'est la classe. Oui, c'est coloré, je le vois que c'est coloré. Voilà, couleur. Cette année, le Recyclodrome fête son 11e anniversaire. Noël arrive dans moins de 2 mois. Nous parlerons tout à l'heure de la traditionnelle foire au santon et du métier de santonnier menacé. Restez à l'écoute. Mais d'abord, un petit peu d'actualité régionale. À la prison des Baumettes, un détenu a reçu 9 coups de couteau. Cette tentative de meurtre a eu lieu hier dans la cour de la prison pendant la promenade. La victime de 35 ans venait tout juste de retourner en prison. L'homme a été touché au cou et au poumon et se trouve entre la vie et la mort. Un peu plus léger, le ferry-boîte, comme on l'appelle à Marseille, met les voiles vers la métropole. La traversée du Vieux-Port en bateau risque de devenir de nouveau payante avec le transfert des compétences vers Marseille-Provence Métropole. Le dossier doit être étudié mercredi prochain au conseil municipal. La traversée devrait coûter 50 centimes à partir du 1er janvier. Il est 9h-4, tout de suite le journal, Marie Xétry. Bonjour, dans l'actualité aujourd'hui, le rapport sur la COP21 décalé à demain. Les négociations se poursuivent depuis hier soir. La conférence sur le climat s'apprête à se terminer. La grève de Sodexo se poursuit depuis le 23 novembre. Les parents comme les enfants en ont assez des repas froids. Notre reporter Cyril Crespi est allé à leur rencontre. Ouverture du 3e jour de débat pour l'affaire des barbecues marseillais. Florent Bascoul est sur place à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Nous l'aurons en direct. Après les taxis low cost, les avocats s'y mettent aussi. Des conseils juridiques à partir de 4,99 € sur Internet. Une nouvelle qui ne ravit pas tous les défenseurs. Un zoom sur le site domainelégal.com par Adrien Jaouen. Et enfin, des nouvelles du temps, du soleil caché par les nuages dans la région. Dans la matinée, il fera 13 à Aix-en-Provence et 14 à Nice, 16 à Toulon et 12 degrés à Avignon. Les températures baisseront légèrement cet après-midi. Plus de 2 semaines de grève chez Sodexo et on n'en voit pas le bout. Des cantines pas toujours ravitaillées, des informations insuffisantes et des réserves d'urgence entamées. Les parents d'élèves de Marseille sont mécontents de la gestion municipale de cette grève. Beaucoup sont dans le flou, Cyril Crespi. Difficile de savoir quelle est la liste des écoles concernées par la grève de Sodexo. Pour cette fonctionnaire de la mairie et militante CGT, c'est la ville qui a voulu étouffer l'affaire. Les employés territoriaux ont ordre de ne pas communiquer sur le conflit Sodexo. Voilà, ça a été une directive générale dans les écoles où donc la ville demandait à ce qu'on ne communique absolument pas sur le conflit en cours. Elsa est la mère d'un élève de l'école Edoux dans le 6e arrondissement et si elle ne devait compter que sur la mairie, elle n'aurait pas été au courant de la grève. Je l'ai appris après par des parents qui m'ont dit que ça avait été un moment difficile. Ils étaient allés chercher des réserves de conserves pour les nourrir pendant plusieurs jours et que c'était des repas froids et que c'était pas terrible. Des conserves, ce n'est pas l'idéal bien sûr, mais à la CGT Sodexo, on compte sur la compréhension des familles, car l'enjeu est important. Il s'agit de défendre 23 collègues mis à pied. Ces salariés sont accusés d'abandon de poste pour avoir continué une grève malgré un accord. Ils savent pertinemment que ces revendications ne sont pas faites à la légère. Le droit à la grève est bafoué. Il faut qu'on préserve nos droits et ça c'est un droit indéniable pour tous les salariés.
Sans une résolution rapide du conflit, la situation pourrait se compliquer pour la semaine à venir. L'affaire des barbecues marseillais, jugée depuis mercredi aux assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Une voiture calcinée donc et 3 corps retrouvés le soir de Noël 2011 au Pen Mirabeau. Un drame avec pour toile de fond le trafic de stupéfiants dans les quartiers Bassins et Micocoulier dans le nord de Marseille. Oui, la 3e journée de débat va débuter d'ici quelques minutes. Florent Bascoul, vous êtes sur place. La défense des assassins présumés Sami Hati et les frères Laribi s'est jusqu'à maintenant montrée à leur avantage. Oui, les principaux acteurs de ce procès sont juste derrière moi sur la passerelle qui mène à la cour d'assises, prêts à reprendre l'audience. Parmi les familles de victimes, on attend patiemment le moment d'être appelé à témoigner devant les jurés, parce que jusqu'à présent, c'est la défense qui a marqué des points. Plusieurs personnes appelées à témoigner ont refusé de le faire, par peur très certainement de représailles. Si nous osons affronter les 3 accusés, c'est parce que nous avons perdu un membre de notre famille, me confiait hier l'une des proches de Mohamed Bouambel, tué à l'âge de 19 ans ce soir de Noël 2011, avec Sonia Albarello et Nouri Oualan. Un premier témoin sous X a été entendu hier. Il a identifié Sami Ali comme le patron de la cité des Micocouliers et les frères Laribi comme ses hommes de main. Ces 3 hommes tiendraient le drive de Bassins et seraient responsables de la mort des 3 jeunes. Seulement voilà, l'un des avocats de la défense demande davantage de précision à l'anonyme, qui préfère ne pas s'apesantir pour des raisons de sécurité, dit-il. Si personne n'ose rompre la loi du silence, le manque d'éléments matériels, concrets, pourrait conduire les jurés à prononcer l'acquittement des 3 accusés. Merci Florent, nous vous retrouverons lors du journal de la mi-journée pour suivre le déroulement de la séance. Le verdict de cette affaire est attendu pour le 18 novembre. Jean-Claude Gaudin appelle à voter dimanche pour Christian Estrosi au second tour des élections régionales. Il appelle à la mobilisation citoyenne pour faire barrage contre Marion Maréchal Le Pen. Le maire de Marseille ne mâche pas ses mots. Il qualifie le Front National de, je cite, une menace, un danger, un poison. Deuxième tour des régionales et les derniers sondages en PACA annoncent Christian Estrosi vainqueur face à Marion Maréchal Le Pen. Selon TNS Sofres, le candidat Les Républicains battrait avec 51% des voix la tête de liste frontiste, plafonnée, elle, à 49%. Oui, et quant aux consignes de vote, elles se multiplient. Le monde de la culture se mobilise largement pour faire battre le FN. Mais qu'en est-il des 3 grandes communautés religieuses de Marseille ? Devoir de réserve ou positionnement clair, Boris Loumagne, vous avez rencontré 3 représentants religieux de la ville. Oui, un imam, un rabbin et un prêtre. Alors il y a ceux qui prennent position. Au sein de la communauté juive, c'est le cas de l'ancien adjoint du grand rabbin de Marseille. Il appelle à voter pour la liste de Christian Estrosi et invite ses fidèles à être lucides sur la menace que représente pour lui le Front National. Même si aujourd'hui on veut déguiser dans le Front National, Marine Le Pen elle le fait très bien. On a bien compris qu'on est leur cible. Donc bien sûr on va faire barrage au Front National. Les dignitaires musulmans sont quant à eux beaucoup plus réservés. Pour l'imam de Noailles, donner des consignes de vote peut s'avérer être dangereux pour sa communauté. Et même si à titre personnel il se positionne contre la liste de Marion Maréchal Le Pen, il estime qu'appeler à voter pour le candidat Les Républicains rangerait implicitement ses fidèles dans le camp de la droite. Je ne vais pas faire de ma communauté un otage. De dire aux gens, allez-y, c'est un risque. Je ne me permets pas de le prendre. Ni il est dans mon intérêt personnel, ni l'intérêt de la communauté. Pas d'engagement non plus au sein du diocèse marseillais. Les prêtres ont fait vœu de silence, ou presque. On a tenu un devoir de réserve. Un devoir de réserve et donc peu de communication du côté de l'Église. En somme, pour le second tour, la seule consigne commune des 3 religions est de se rendre aux urnes et de voter pour qui Dieu seul le sait. Tout à l'heure, Monseigneur Gaillot s'exprimera à ce sujet au micro d'Arnaud Galina. Le projet d'accord final pour lutter contre le réchauffement climatique repoussé à demain matin. La proposition de texte sera présentée donc le matin et votée à la mi-journée. Il est temps de conclure, a déclaré Laurent Fabius, président de la COP21. Les négociations se sont poursuivies toute la nuit. La conférence se terminera dimanche. Un recours a été déposé par Corsica Maritima contre Patrick Roca. L'entrepreneur a été choisi par le tribunal de commerce fin novembre pour reprendre la SNCM. Corsica Maritima dénonce un manque d'impartialité dans le choix du repreneur et les relations étroites entre la SNCM et Patrick Roca. Ce recours sera examiné le 17 décembre. Des consultations juridiques à très bas prix en France dès janvier 2016. C'est le projet de Stéphane Aguirre, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Son site domainelégal.com permettra aux futurs clients de trouver des conseils, rédiger des documents et régler des litiges en ligne avec des avocats. Son avantage, des tarifs défiant toute concurrence, mais ce site dérange la profession, Adrien Jaouen.
Oui, et la principale critique, c'est le coût très bas de ces consultations. Par exemple, pour les documents juridiques, la moyenne de prix tourne autour de 4,99 €. Chez un avocat classique, un contrat de travail peut coûter 100 fois plus cher. Frédéric Proal, avocat marseillais, doute de ce concept. Je prends un peu de recul, je dis wait and see, attendons, voyons un peu comment ça évolue et on pourra se faire une opinion après. Mais 4,99 €, ça va marcher X temps, mais on ne peut pas fonder un conseil de qualité sur ce fonctionnement-là. Alors, c'est une perte de la notion même, de l'essence même du conseil. Donc effectivement c'est une perte de qualité. De toute façon, une certaine frange de clientèle sera toujours attirée par la prestation et pourquoi pas la plaidoirie à 4,99 €. Je n'envisage pas personnellement de travailler pour 4,99 €. Je ne sais pas si c'est un scoop, mais je peux vous le dire. Stéphane Aguirre, à la tête du projet, répond à ses détracteurs. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle le low cost avec le best cost. Effectivement, il y a des gens qui travaillent et qui font du low cost, c'est-à-dire qu'ils donnent un service bas de gamme pour un prix bas. Nous, ce que nous allons donner, c'est un service haut de gamme avec des avocats sélectionnés qui vont pouvoir travailler grâce à la rationalisation du travail, offrir des tarifs très peu élevés. Entre 600 et 700 avocats français travailleront pour domainelegal.com. Ce nombre explique les coûts bas. Adrien Jaouen pour Radio EJCAM. Ils sont plus de 200 000 à avoir ouvert un compte Nickel en France, disponible auprès de plus de 1100 buralistes agréés. Ces comptes low cost, sans banque, coûtent 20 € par an, sans possibilité de découvert. Lancés en 2014, ils connaissent aujourd'hui une croissance exponentielle. Le seuil des 150 000 clients n'a été franchi qu'à la rentrée scolaire 2015. De nouveaux objectifs seront fixés pour l'année 2016. Un mot sur l'international, le Canada accueille ses premiers migrants. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a accueilli dans la nuit un premier groupe de 163 réfugiés syriens. Ils sont arrivés en avion à l'aéroport de Toronto dans un avion militaire. Le deuxième contingent suivra dès samedi, cette fois à l'aéroport de Montréal. Le Canada accueillera 10 000 réfugiés d'ici la fin de l'année et 15 000 autres avant la fin de février 2016. Le camp d'Émile, ouvert et gratuit tout le week-end, le mémorial aixois, installé dans un ancien camp de déportation, donne des clés de compréhension à ceux qui le souhaitent. En réflexion, la manière dont les idées xénophobes, racistes et antisémites peuvent conduire notre société au pire, une action faite pour que l'histoire éclaire le présent. C'était le journal de Marie-Lix Détry. Restez à l'antenne. Tout à l'heure, nous vous emmènerons au cirque Medrano. Un petit peu de tigre et d'acrobatie pour finir bien l'année de Noël et emmener vos enfants s'amuser. Mais tout de suite, place à la culture. Radio EJCAM, l'instant culture. Léa Pasco, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui ? Une web-série connectée, le festival Nuit d'hiver et la critique du premier long-métrage du rappeur Orelsan. Mais Pour commencer, Léa, je suis sûr que cette musique vous dit forcément quelque chose. Ah oui, c'est la sortie du nouveau Star Wars, Le Réveil de la Force. Et oui, c'est la sortie la plus attendue de la galaxie. Le 7e volet de la saga créée il y a 40 ans sera sur les écrans mercredi. Et si aux États-Unis les fans ont déjà commencé à faire la queue devant les cinémas, du côté de Marseille, le Café Pixel propose à l'espace Villeneuve-Bargemont une exposition qui rend hommage à l'œuvre de George Lucas. Cette exposition originale, intitulée Star Wars Art Odyssey, donne la parole à une nouvelle génération de graphistes et d'artistes numériques. On écoute Sébastien Choupa, président du collectif Le Café Pixel. Cette exposition est une exposition unique, en ce sens que c'est le travail autour d'un collectif d'artistes, de graphic designers internationaux, donc qui s'appelle le Post Art Posse. Et du coup, nous, on les a contactés sur un appel à projet pour travailler sur l'exposition Star Wars, sur laquelle on a 20 illustrateurs du monde entier, principalement des Anglais, Américains, qui ont réalisé des œuvres entièrement originales et uniques pour cette exposition que vous pouvez découvrir et qui sont toutes disponibles à la vente. De quoi faire patienter les amateurs de la force jusqu'à mercredi, d'autant que l'entrée de cette exposition est gratuite, à découvrir donc jusqu'au 17 janvier prochain. Jean-Jérôme R vient de parler de science-fiction, place à présent à la transfiction, après la vidéo virale d'Happy Marseille qui avait réuni 250 Marseillais sur le tube de Pharrell Williams. Le réalisateur Lascaux revient avec un projet de web-série. Hyperconnexion dépeint un futur proche où les hommes sont devenus totalement absorbés par leur écran à cause d'un réseau mobile surpuissant, Xenia. L'initiative a été présentée en avant-première au pôle média de la Belle de Mai mardi dernier, mais pour pouvoir démarrer le tournage en 2016 à Marseille, Hyperconnexion a besoin de financement. Lascaux nous en dit un peu plus. Et je vais traiter de la déshumanisation et de l'insociabilité due à l'hyperconnectivité. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouvelles postures. C'est-à-dire que les gens sont carrément dans ce réseau, dans
dans leur smartphone et du coup, il n'y a plus trop de contact, quoi. Tout le monde est prêt, on a notre casting, on a les techniciens, on a notre team. Et pour faire un tournage, on a besoin d'un appui logistique. C'est pour ça qu'on a créé cette campagne de crowdfunding avec Provence Booster. Et là, on a vraiment besoin de votre aide. L'hyperconnexion, tout le monde est touché et personne n'en parle. C'est le moment idéal de se poser des questions. Le financement participatif se termine début janvier. Pour contribuer à cette web-série 100% marseillaise et collaboratif, rendez-vous sur le site hyperconnexion.net. La 13e édition du festival Nuit d'hiver continue de nous surprendre. Depuis 3 jours, le GRIM, cette association de musiciens improvisateurs, propose une programmation cocasse et décalée sur la scène musicale de Montevideo à Marseille. Expérimentation sonore électronique, approche hybride de violoncelle et déflagration sonique d'opéra, autant de bizarreries à découvrir jusqu'au 21 décembre. Je vous propose maintenant une idée cadeau qui va faire plaisir aux mordus de lecture. Peut-être avez-vous entendu parler des box livrées, ces boîtes spéciales beauté, jardinage ou déco. Eh bien maintenant, vous pouvez commander la box de livres, créée par une librairie marseillaise, Livre-moi, c'est son nom, vous permet de recevoir pour 10 € par mois un livre qui vous correspond. Vous précisez vos goûts littéraires, eux se chargent de trouver le bouquin qu'il vous faut. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez déjà lu, vous pouvez le renvoyer. Pour les plus petits à présent, l'association Photokino propose une séance exceptionnelle demain dans le cadre du festival Laterna Magica, une projection à retrouver au cinéma Le Gyptis. Oui Léa, et au programme de cette séance intitulée Images Magie, 4 courts-métrages d'animation tchèque datant des années 60, une époque où le cinéma d'animation des pays de l'Est était réputé pour son inventivité, sa technique, mais aussi pour sa poésie sensible et drôle. J'ai eu la chance de voir une projection de ces films rares cette semaine, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la sortie, quel que soit leur âge, les spectateurs étaient ravis. Plein de poésie, de charme, d'émotion, de sensibilité, et puis c'est ce qu'il faut en ce moment, de la légèreté. Ça t'a plu, chérie? T'as trouvé ça comment? Génial. Il était trop bien. C'était super. Trop super. Moi, je préfère le lion. Moi aussi, le lion. Et moi, j'aime tous les dessins animés qu'on avait vus. Et dans un autre style cinématographique, je crois que vous aussi, Léa, vous avez apprécié un film cette semaine ? Comment c'est loin, réalisé par Orelsan et Christophe Offenstein, ou le dynamisme d'un film qui parle pourtant de procrastination. Inspiré de la vie du duo de rappeurs Casseur-Flotteur, alias Orelsan et Gringe, on assiste à la mollesse de 2 trentenaires qui trompent l'ennui. Ils essaient de percer dans le rap sans vraiment d'ambition, jusqu'à l'ultimatum de leur producteur. 5 ans qu'ils n'ont pas terminé une seule chanson, ils ont donc 24 heures pour y arriver, sinon c'est la porte. À travers la déprime de ces anti-héros qui craignent la page blanche et l'échec, on se laisse prendre au jeu, la comédie surprend par sa modestie touchante et sa réalité. Certes, comme dans leur série bloquée sur Canal+, Orelsan et Gringe accumulent les vannes limites, mais au moins le rythme est là, efficace, les chansons très présentes portent le film. La plus grosse qualité de Comment c'est loin réside peut-être dans l'effet de surprise. On s'attend à un film fade bourré de clichés, on découvre une comédie tout public, très éveillée. La matinale. C'était la culture par Léa et Jean-Jérôme R. Selon un sondage Ipsos pour le Pèlerin, 24% des catholiques pratiquants réguliers ont voté pour une liste Front National dimanche dernier, un chiffre qui a plus que doublé par rapport au départemental, tellement que le journal parle d'une digue catholique qui a cédé. Alors pourquoi? Monseigneur Gaillot, ancien évêque, l'explique en partie par la peur qui hante la société française. Votre réaction par rapport à l'annonce des résultats dimanche dernier? Ça prouve que beaucoup ont peur, ont peur de l'étranger, peur de l'islam, au fond une sorte de perte d'identité, et beaucoup ne connaissent pas, n'ont pas de lien d'amitié avec quelqu'un qui est musulman. Vous voyez, ils ne connaissent pas, mais ils voient la télé, ils voient ceci, il y a les attentats, alors ils ont peur. Donc, selon un sondage qui est paru dimanche ou lundi, Ipsos pour le Pèlerin, 24% des pratiquants réguliers ont voté dimanche pour une liste frontiste contre 9% en mars pour les départementales. Pourquoi certains catholiques penchent-ils de plus en plus vers le Front National? À mon avis, c'est parce qu'ils ont peur. Vous voyez, et les attentats ont agrandi encore cette peur. Et donc ils se disent, la France aux Français, ils prennent notre travail, ils prennent ceci. C'est un petit peu les arguments que se font beaucoup de gens, vous voyez. Et ça, c'est pas bon. Je crois que, encore une fois, si on est des citoyens du monde, et si on est chrétien, l'autre est mon frère. Qu'avez-vous pensé de l'invitation de Marion Maréchal Le Pen par l'évêque de Fréjus-Toulon pour l'université d'été de la Sainte-Baume? Je crois qu'il aurait mieux fait de ne pas l'inviter. Voilà.
C'est une réunion, une rencontre diocésaine, d'église. Ça veut montrer que le Front National est fréquentable, que, etc. Il faut pas, etc. C'est pas le rôle de l'Église de faire ça, et j'ai regretté. Est-ce que le rôle de l'Église de France, c'est d'appeler les électeurs catholiques à faire barrage contre le Front National ? Je n'aime pas de faire des barrages. Hein. Chacun a sa conscience, chacun est libre, chacun fait comme il veut. Hein. Nous, on est là pour essayer d'éveiller un peu les consciences aux problèmes, en particulier du frère. C'est tellement évangélique. Donc chacun fait comme il veut. Monseigneur Gaillot au micro d'Arnaud Galina. Régional toujours, Emmanuel Valls qui poursuit sa tournée des médias avec un même message appelé à faire barrage au Front National. Ce matin, il était l'invité de nos confrères de France Inter. Selon lui, une victoire du parti frontiste dimanche soir pourrait conduire à terme à la guerre civile. Charles Berling, comédien et directeur de Théâtre de la Liberté à Toulon, a quant à lui appelé à voter pour Christian Estrosi dans la région, PACA. Christian Estrosi donc du Parti Les Républicains. Et dimanche, il appelle donc à voter contre Marion Maréchal Le Pen, qu'il juge comme une dérive totalitaire. Et maintenant, place au billet d'Anouk Bouteloup. La matinale. Anouk, aujourd'hui, vous avez vous aussi un message à faire passer. Vous vous adressez aux femmes de la prochaine génération. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toi, jeune femme des années 2030, peut-être ma fille, peut-être ma nièce, qu'importe. Aujourd'hui, nous sommes en 2015 et cela fait 40 ans que le droit à l'avortement a été autorisé en France. Ça a été de longues années de lutte, mais qui ont abouti sur une avancée énorme pour les femmes. Elles ont pu disposer de leur corps et décider d'avoir un enfant ou non. Nous sommes en 2015 et l'année prochaine, ça fera 60 ans que le planning familial existe. Ce mouvement est né pour lutter contre l'avortement clandestin et pour que les femmes vivent une maternité voulue et heureuse. Pour que toi, ma fille, ma nièce, tu puisses avoir le choix si, à 20 ans, tu oublies ta pilule et que tu te retrouves enceinte, avoir le choix de continuer tes études, d'être sûre du père de tes enfants, d'avoir la vie que toi, tu as choisie. Mais nous sommes en 2015 et pourtant une jeune femme qui a sensiblement mon âge, qui a grandi dans un pays où les droits de la femme sont sûrement parmi les plus aboutis, en a décidé autrement. Du haut de ses 26 ans, Marion Maréchal Le Pen, candidate Front National pour la région PACA, supprimera, si elle est élue, les subventions du planning familial. Cette association a pourtant un rôle clé dans le droit à l'avortement, mais aussi dans l'éducation sexuelle, l'accès à la contraception, la lutte contre le sida et les MST. Oui, et sans elle, ce serait sûrement un retour aux années 50, et notamment aux avortements non encadrés qui ont causé la mort de centaines de femmes. Alors, chère fille, chère nièce, j'espère qu'en 2030, tu n'auras plus à te battre pour ces droits, mais la liberté des femmes est fragile et il faut en prendre bien soin. Nous sommes en 2015 et j'espère qu'on ne va pas tout gâcher aujourd'hui, que tu n'auras pas tout à reconstruire. C'était le beau billet d'Anouk Bouteloup. Le sort des salariés mis à pied par Sodexo est toujours en suspens. Le Conseil des prud'hommes a reporté ce matin cette décision au 14 janvier. 23 chauffeurs-livreurs de l'entreprise sont mis à pied par la direction. L'entreprise leur reproche un abandon de poste. Les salariés, soutenus par la CGT, affirment eux que leurs 23 collègues étaient en grève, et ce, malgré un protocole de sortie de conflit. Car le service de la livraison estime que l'accord ne les satisfait pas. Avec cette décision, la reconduction de la grève est plus que probable. Tout à l'heure, nous parlions de reconstruction. Ce qu'il faut reconstruire aussi, c'est aussi l'envie des Marseillais à devenir centonniers. Cette profession traditionnelle et provençale disparaît petit à petit. Après les attentats de Paris, la foire aux centons a ouvert ses portes dans la morosité. Jean-Jérôme R est allé à leur rencontre. Derrière son comptoir, Jean-Pierre Morin est intarissable dès qu'il s'agit de parler de ses centons. Mais pour lui, qui est présent depuis 50 ans à la foire, l'heure de la retraite approche. Et comme beaucoup de ses confrères, il s'inquiète pour l'avenir de sa profession. Une profession pour laquelle la relève tarde à arriver. Pour ce grand maître de la confrérie des centonniers, les jeunes ne sont plus assez initiés à la tradition de la crèche. On périclite petit à petit par le biais que justement les gosses ne sont pas initiés dans ce sens-là. Ils vont plus au catéchisme, on ne parle plus de religion. Les jeunes maintenant ils sont derrière leur ordinateur, là. C'est tout ce qu'ils savent faire. Moi je vois que même mes petits-enfants à moi... Ça veut pas. À 2 pas de là, Elisa fait le même constat. Mais pour elle, c'est aussi la concurrence des produits d'importation qui est responsable. C'est vrai que ça se perd. Et puis en grande surface, vous trouvez des trucs en plastique avec toute la crèche et qui valent une poignée de cacahuètes. Donc je veux dire, en fait, c'est pas évident, quoi. Perte de la tradition, concurrence étrangère, des mots qui reviennent sur toutes les lèvres chez les artisans. Mais pour Véronique, centonnière de père en fille, c'est surtout l'absence d'école qui dissuade les éventuels apprentis de s'orienter vers ce métier. On n'a pas de demande. On n'a pas de demande parce qu'il n'y a pas d'école de centonnier. Il y a une école de céramique, ça oui,
mais il n'y a pas d'école de centonnier. Donc si les personnes veulent se former, il faut qu'elles viennent directement. Et nous, il faut qu'on leur apprenne le métier de A à Z, ce qui représente des années de travail. Un reportage de Jean-Jérôme R. Noël, c'est aussi le cirque. En tout cas, c'est la vie de la Croix-Rouge des Bouches-du-Rhône. Elle a offert à 2500 bénéficiaires la joie d'assister au cirque d'hiver Medrano. Lions, acrobates, musique, clown. Les enfants ont fait le plein d'émotions. Le micro de Loïs Elzière aussi. Alors c'est terrible parce que nous avons les projecteurs face à nous et je ne vois pas s'il y a des enfants ici. Julien Ruas, je suis le président local de la Croix-Rouge française à Marseille. Je suis très très heureux de vous accueillir ici au cirque Medrano. Voilà, le cirque Medrano, en fait, si vous voulez, plutôt que de nous offrir un nombre de places, nous diminue le tarif de toutes les places et donc on loue le chapiteau pour presque rien. Alors, sans plus tarder, place au spectacle. Ça commence le spectacle. Oui. Est-ce que vous voulez voir les clowns? Moi, je suis espagnol. Il y a une grande tradition de clowns espagnols. Les gens, ils ont envie de déconnecter un petit peu de la vie normale. Quand on vient dans un spectacle de cirque, on essaie de rêver un petit peu, d'être heureux, de voir nos enfants rire. Allez, les clowns. Allez, les clowns. Il est parti dans les trampolines et il y avait des trous. Il s'est pris les chaînes. Ouais, il s'est pris les chaînes. Il était vraiment bête. Hein. Ouais. Il s'est pris le danser dans la tête. Donc, on compte tous ensemble. 1, 2, J'ai vu des gens qui dansaient. J'ai vu des dromadaires, c'est ça? Des chameaux et des lamas. Après, il y a eu des lions. C'était trop beau ça. Alors les lions, ils ont sauté, ils sont partis, ils sont assis, ils ont dansé comme ça. Est-ce que tu irais dans la cage avec eux? Ouais. C'est une mytho, elle irait pas. Ah si, j'irais. Ah si, avec le mec, pas toute seule. Hein. Ah ben ça fait bien de voir le fait de voir 2000 personnes. On sait pourquoi on existe, quoi. Un reportage de Loïs Elzière qui donne le sourire. Tous les enfants ont reçu un cadeau de Noël après la représentation. Le cirque d'hiver Medrano continue de se produire jusqu'au 3 janvier. Restons dans la légèreté. Bonjour Antoine. Bonjour Adrien. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre, nous sommes un jour de nouvelle lune. Vous allez nous faire donc l'horoscope qui traversera cette journée positivement. Les Sagittaires, encore vous, c'est normal, vous êtes dans votre période d'anniversaire. Le soleil, la nouvelle lune éclairent votre ciel et vous voilà encore plus enthousiaste et chaleureux. Et les grincheux seront les Vierges, désolé, mais ces mêmes planètes vous font de l'ombre. Résultat, vous vous énervez avec vos proches. Calmez-vous, l'amour vous réconciliera. Mettez-y les formes, premier décan, Mercure et Vénus voleront à votre secours. Chez vous les Béliers, ça ira fort, cette nouvelle lune vous dope. Petit bémol pourtant, méfiez-vous de votre franchise. Vous manquez trop souvent de tact, respirez. Les Taureaux, premier décan, vous sortirez de votre silence pour exprimer enfin vos idées et vous serez inspiré. Troisième décan, la chance est toujours à vos côtés, imposez-vous plus souvent. Vous les Gémeaux, tout ira bien si vos collaborateurs vous suivent, grâce à ceux qui vous mettront des bateaux dans la rue. Avec un large sourire, vous les remettrez en place. Du côté des cancers, restez spectateurs plutôt qu'acteurs en ce moment et tout sera plus simple. Premier décan, l'amour vous sourit, répondez-lui simplement, sortez de votre réserve. Les lions, cette nouvelle lune s'annonce réussie à une condition, vous montrez plus tendre avec votre partenaire. Premier décan, vous serez les moins faciles à aimer, reprenez-vous. Qui finira bien la semaine? Eh bien, ce sont les balances. Si le premier décan n'est pas toujours très arrangeant, vous serez quand même plus agréable, plus ouvert aussi. Chez les scorpions, et si vous preniez soin de vous, écoutez votre corps et vous irez encore mieux. Premier décan, l'amour s'installe chez vous, multipliez les douceurs, vous serez aux anges. Les capricornes, Mercure débarque dans votre ciel et vous voilà tout d'un coup plus bavard. Multipliez les contacts, vous serez inspiré, même amoureux, le premier décan. Lâchez-vous. Les Verseaux, cette nouvelle lune devrait bien se passer, vous resterez disponible et attentionné pour vos amis. Premier décan, prenez soin de vos amours si vous ne voulez pas tout gâcher. Enfin, les Poissons, fuyez les ondes toxiques, vous ne serez pas en état de les supporter. Seule la douceur vous réussira. Entourez-vous de vos proches, la bienveillance vous sauvera et j'espère qu'elle en fera de même avec vous, Adrien Jaouen. Je l'espère aussi. Il est 9h23, ce qu'il faut retenir ce matin avec Loïs Elzière.
Et cette image, Charles Berling, le comédien et co-directeur du théâtre Liberté à Toulon, aux côtés de Christian Estrosi, il appelle à voter pour le candidat Les Républicains au second tour des régionales de la région PACA, le seul, selon lui, capable de défendre la culture. Oui, et il était accompagné dans sa démarche par ses confrères de la région, dont Dominique Bluzet, directeur du théâtre du Gymnase des Bernardines, du Jeu de Paume et du Grand Théâtre de Provence. Selon lui, la culture a beaucoup à perdre avec Marion Maréchal Le Pen. C'est bien d'avoir le Mucem à Marseille, c'est bien d'avoir du théâtre de rue, c'est bien de rire, c'est bien d'accepter des gens différents, c'est bien d'aller à la Fiesta des Suds, c'est bien tout ça. Mais pour ça, il faut qu'on ait autour de nous des gens qui ont envie de construire ensemble. Et au Front National, il n'a pas envie de construire avec les autres, et les autres n'ont pas envie de construire avec lui. Dominique Bluzet, directeur du Grand Théâtre de Provence, et selon les derniers sondages, Christian Estrosi remporterait la tête de la région de très peu avec 51% des voix. COP21, le projet d'accord final pour lutter contre le réchauffement de la planète a été repoussé de vendredi à samedi. Laurent Fabius, le président de la conférence pour le climat, l'annonce ce matin. Nous préférons nous donner le temps de consulter les délégations tout au long de la journée de vendredi. Le texte final sera donc présenté en vue d'une adoption directe en séance plénière à la mi-journée samedi. Il vise à ne pas laisser le réchauffement climatique dépasser les 2 degrés d'ici à 2100. Les employés de la Sodexo Marseille toujours en grève. Ils attendent de connaître le sort de 23 salariés mis à pied par l'entreprise. Il sera fixé dans la matinée. Les enfants mangent donc des repas de substitution dans certaines cantines marseillaises. Les parents souhaitent que ces repas leur soient remboursés. 3e jour du procès des barbecues marseillais aux assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Aujourd'hui encore, des témoins se succèdent à la barre. Parmi eux, les témoignages déterminants de personnes ayant choisi de garder l'anonymat. Verdict prévu pour le 18 décembre. Karim Benzema pourrait ne pas participer à l'Euro 2016. Le pilier de l'attaque de l'équipe de France est en tout cas écarté du groupe tant que le dossier de chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena n'a pas évolué. Une décision du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Il n'exclut pas un retour du joueur si des éléments le blanchissaient. Il l'espère même et déclare « Benzema est un mec bien, un type né dans les quartiers difficiles. Ses copains n'ont pas beaucoup évolué. Lui est devenu une star. » Et toujours en foot, l'Olympique de Marseille s'est qualifié hier soir pour les phases finales de la Ligue Europa. Une victoire 4-2 sur la pelouse de Liberec. Malgré ces 4 buts, les Olympiens se sont fait peur en se faisant remonter de 3-0 à 3-2 en 2 minutes. Une victoire dans la douleur donc pour ce supporter marseillais. Victoire amère parce qu'une fois de plus on a vu l'OM qui avait envie de jouer, on a vu des joueurs qui sur le terrain avaient envie de se donner. Mais la défense, voilà, toujours la défense, le souci. L'attaque, ça va, ça a envie, on voit qu'il y a du jeu, mais non, la défense, toujours. On se prend 2 buts comme ça, en rien de temps. Voilà, encore un penalty, encore des fautes inutiles. C'est voilà, victoire, mais victoire amère. L'OM qui rejoint Saint-Etienne pour les 16e de finale de la Ligue Europa. La compétition s'arrête en revanche pour Monaco et Bordeaux éliminés. On a eu très peur et je suis vraiment content d'avoir toujours mon pied, ça aurait vraiment pu être pire. Franck Kama, le skipper aixois, est revenu sur son accident grave alors qu'il s'entraînait pour la Coupe de l'América 2017 en baie de Quiberon, mais il garde le moral et travaille à terre sur la conception du bateau avec Groupama Team France en vue de remporter un nouveau record sur cette grande coupe. Et on fait un tour du côté de la Villa Méditerranée où se trouve Anouk Bouteloup pour le festival Primed qui présente des documentaires autour de la Méditerranée. Le documentaire Voyage en Barbarie va être diffusé à 10h. Ce film a reçu le prix Albert Londres 2015. C'est un reportage poignant. Le film raconte le cauchemar que vivent des milliers d'Africains qui fuient la guerre de leur pays. Ces jeunes sont déportés dans le Sinaï et torturés, un véritable trafic d'êtres humains dont la majorité des victimes sont érythréennes. Les 2 réalisatrices de Voyage en Barbarie, Delphine Deloger et Cécile Allegra, ont rencontré 4 survivants. Le film est une série d'entretiens avec ces jeunes hommes. Ils parlent de la cruauté humaine qu'ils ont côtoyée et dévoilent leurs blessures et leurs souvenirs encore très douloureux. Robé, Djermé, Filmon et Aléfom ont pu s'en sortir grâce au versement d'une rançon par leur famille, mais ce n'est pas le cas de tous. Beaucoup de ces prisonniers ne s'en sortent pas vivants. La remise des prix aura lieu à 17h30 et le festival sera clôturé demain soir avec une rediffusion des films primés tout au long de l'après-midi de samedi. Il est 9h28, nous sommes un petit peu en avance, mais c'est déjà la fin de notre matinale. Merci d'avoir suivi ce journal. À la technique, c'était Guillaume Gay. Restez à l'écoute, Delphine Noguered arrive pour une édition spéciale. Au menu, la difficulté d'enseigner dans une école de journalisme.
Radio EJCAM, la matinale.